Super, donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Anthony, je suis responsable des partenariats chez Aircall et je voulais vous souhaiter la bienvenue. On est vraiment ravis de vous accueillir dans les bureaux d'Aircall. On sait que ça n'a pas été évident pour tout le monde de venir aujourd'hui. On espérait vraiment que la grève soit terminée d'ici l'événement. Apparemment, ça va durer encore un bon bout de temps, donc on vous souhaite bon courage pour la suite. Mais merci d'être là, merci de participer à cet événement. Juste avant qu'on démarre, je voulais vous poser une question. Qui parmi vous connaissait déjà Aircall avant de venir à cet événement? Levez la main. Bon, la majorité, c'est cool. Ça veut dire que le marketing fait un bon boulot, c'est top. Juste pour rappel, Aircall, notre mission, c'est de réinventer la téléphonie d'entreprise, la moderniser. Pour faire simple, on prend le poste téléphonique, la boîte noire qu'on trouve encore sur le bureau de certains collaborateurs, on s'en débarrasse et on en fait un logiciel 100% cloud intégré aux outils métiers de l'entreprise. Le CRM, et quand on dit CRM, on pense forcément à Salesforce. Salesforce est l'une de nos intégrations les plus avancées. On partage énormément de clients avec Salesforce et on permet donc aux équipes de vente et de service client d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de call center directement à partir de Salesforce. Ceux qui n'ont pas encore vu l'intégration entre Aircall et Salesforce, je vous invite vraiment à parler aux équipes qui sont juste ici. Ils se feront un plaisir de vous faire une petite démo. Vous pourrez même repartir avec un compte d'essai. Vous verrez, ils sont très très forts. Je voulais aussi remercier nos partenaires intégrateurs qui sont là aujourd'hui. Donc Texay, Niji, ITBRM, Bebridge Digital et Rich Consulting. Vraiment, c'est les experts de l'intégration entre Salesforce et Aircall. On a fait pas mal de projets ensemble et c'est les plus à même à vous accompagner dans la mise en place, le déploiement, mais aussi la customisation de l'intégration. Ils sont ici, donc profitez-en pour parler avec eux. Ils pourront partager avec vous les bonnes pratiques pour intégrer la téléphonie avec Salesforce. Alors, on va passer tout de suite au panel. Aujourd'hui, on va parler sales. On va essayer de comprendre comment transformer sa boîte en sales machine. On a un super panel aujourd'hui. Ils vont partager leur expérience, nous donner des tips, les actions qu'ils ont mis en place au sein de leur équipe. Donc on démarre tout de suite avec Quentin. Quentin, qui est responsable du développement commercial chez Miro. Salut. Vas-y, viens t'installer, je t'en prie. Alors Miro, qui est un super client qu'on partage avec... comme tu veux. Vas-y, je t'en prie. Miro qui est un super client qu'on partage avec Salesforce. Pour la petite histoire, Miro, ils ont démarré chez Aircall, ils étaient 6 utilisateurs. Aujourd'hui, ils sont plus de 500. On les a accompagnés, donc ça va être super intéressant. Plus, enfin, en termes d'utilisateurs, j'espère que ça va augmenter. Ça va changer. Bon, super. Et donc voilà, ça sera super intéressant de voir l'évolution et comment ils ont réussi à s'adapter et le développement de l'équipe commerciale. On a Alexis, qui est régional vice-président chez Salesforce. Je ne sais pas si vous connaissez Salesforce. C'est une petite start-up très prometteuse. Ils développent un CRM, c'est ça? Bon, super. Eh ben, non, en réalité, on est à la fois client et partenaire de Salesforce. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui ici, Alexis, pour partager aussi. On sait en plus la force commercial de Salesforce, donc ça sera super intéressant que tu partages cette expérience. Et enfin, Shalom, qui est responsable commercial sur la région Europe du Sud. Shalom, il est chez Aircall depuis le début. C'est un des premiers employés. Il a participé à structurer l'équipe sales chez Aircall. Et je travaille avec lui au quotidien et je sais que c'est une sales machine à lui tout seul. On a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Et donc voilà, super. Comme modérateur, on a Jean-Louis, qui est en réalité notre account exécutif. Donc j'espère que tu vas t'occuper de ce panel comme de tes clients, avec beaucoup de douceur. Et voilà, je vous invite vraiment à rester après l'événement. On va pouvoir discuter, networker, parler. Donc voilà, merci beaucoup.
Il n'y a que moi qui ai un micro. Bonjour à tous. Un micro chacun Non, un micro. Vous le faites passer, d'accord. Alors ce que je vous propose pour commencer ce panel, c'est de vous présenter. On vous a déjà un petit peu présenté, mais si en 2-3 mots, si vous avez des choses à ajouter sur votre parcours, qui vous êtes et ce que vous voulez mettre en avant sur vous aujourd'hui, avant de commencer ce panel, c'est le moment. On va commencer par toi. Bonjour à tous. Donc, je suis Shalom Alkat, directeur commercial sur Southern Europe. Et donc, comme Anthony l'a dit, pour la petite histoire, j'ai rejoint Aircall quand on était 6 et j'ai participé donc à la construction et je continue à participer à la construction de l'équipe commerciale. On est aujourd'hui donc un peu plus de 200 employés répartis sur 2 bureaux, Paris ici même et New York. Et on offre donc une solution de téléphonie pour les entreprises avec des fonctionnalités de téléphonie traditionnelle, mais aussi de centres d'appel avancés pour les équipes commerciales et supports. Et un de nos gros avantages, c'est du coup notre intégration avec les différents autres outils que vous pouvez utiliser, comme Salesforce par exemple. Et donc je suis ici pour vous partager un peu cette expérience que j'ai acquis et essayer de vous aider à mettre en place des bonnes pratiques pour vos équipes commerciales. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, Alexis Andrieff, donc je suis directeur commercial sur la partie donc start-up et TPE/PME au sein de Salesforce. J'ai presque une vingtaine d'années maintenant d'expérience dans le sales et sales management. J'ai eu la chance de commencer ma carrière chez une très très belle success story française, Business Objects. Donc à l'époque, encore avait Bernard Liotto et Denis Père qui avaient monté ça en 90. Et donc j'ai eu la chance de faire partir de cette aventure. Et ensuite, donc j'ai évolué chez SAP puisqu'il avait fait l'acquisition de Business Objects en 2008. Et ensuite, j'ai rejoint Qualtrics, qui également s'est fait racheter par SAP. Et donc du coup, maintenant chez Salesforce. Voilà. Et donc, qui va peut-être être racheté par SAP, non ? Je ne suis pas sûr, mais j'espère pas. Donc voilà, et aujourd'hui j'aurai le plaisir de partager avec vous un petit peu les best practices et expériences de Salesforce. Et bonjour à tous, Quentin Vernier, donc directeur commercial de la partie francophone européenne pour Miro. Donc Miro est une start-up de 3 ans et maintenant de 800 employés en France et 2000 dans le monde. Donc ça grandit vite puisque ça touche toute entreprise, puisqu'on fait de la production de contenu visuel, photos, vidéos, visites virtuelles, sous un modèle qu'on appelle on-demand, donc c'est-à-dire que un peu à façon Uber, même si on n'aime pas trop le terme parce que c'est galvaudé, mais vous allez commander la production visuelle, que ce soit en Chine, à San Francisco, à Paris ou autre part, en 4 clics, avec des personnes qui vont intervenir, qui auront compris votre brief, puisqu'on aura défini un brief en amont. Donc voilà, l'idée c'est de vous fournir des photographes, des vidéastes en 24 heures, venir faire vos productions visuelles, qu'elles soient corporate ou qu'elles soient attachées à votre métier. On travaille par exemple avec Uber Eats pour augmenter le panier moyen sur la livraison en ligne. Dès qu'on shoot des plats, dès qu'on illustre des menus, ça marche mieux. Donc voilà, on peut commander simplement des professionnels en 24 heures, recevoir les contenus en 24 heures. Donc oui, on est passé récemment, comme peuvent l'appeler les journalistes, on est devenu une licorne récemment après une dernière levée de fonds en série C qui nous permet aujourd'hui en fait d'aller sur des marchés comme les États-Unis. Le but étant de prendre la place où il y en a, et pour nous il y en avait à ce moment-là. Aujourd'hui notre top compte c'est Airbnb, c'est 1500 shootings chez des particuliers tous les mois. D'ailleurs en France encore quelques mois ils vous payent le shooting à leurs frais, puisque pour eux c'est un investissement, c'est à peu près je crois 25% de taux de location en plus sur une année dès que c'est de la photo pro. Donc voilà, on sait que le visuel ça marche et c'est pour ça que Miro fonctionne. Merci. Je pense que tu peux garder le micro. On va commencer par toi pour la première question. Ouais. Donc on a 3 startups, on l'a dit, présentes aujourd'hui, ouais. Mais à différents stades de développement quand même. Donc on va te poser la question d'abord on va poser à chacun la question, quels sont les plus gros challenges à votre stade de développement que vous rencontrez pour maintenir votre croissance ? Oui, mais l'hypercroissance nécessite d'augmenter les effectifs rapidement, de mettre en place des process. C'est vrai moi j'ai adoré quand je suis arrivé à 3 ans, j'étais la 5e personne, on était dans un petit bureau, le bureau parisien qui fait office de garage californien, mais c'était top, c'était sans process, quick and dirty, fallait y aller, on était en proof of concept, fallait prendre des parts de marché.
On ne pensait pas à la marge, on ne pensait pas au légal. D'ailleurs, ça nous a valu quelques petites erreurs derrière. Mais voilà, des gentilles erreurs de start-up. Et aujourd'hui, donc, le vrai challenge a été au moment d'onboarder. On avait 30 nouvelles personnes chaque semaine, il y a encore quelques mois. Donc, d'onboarder tant au niveau métier, au niveau process, intégration dans les équipes, qu'au niveau spirit également, ADN, puisque le but était de ne pas perdre cette énergie des débuts. Et donc, voilà, ça passe par des team leads, une première structure de management, puis des managers C-level. Et voilà, on essaye de faire du micromanagement quand même, que ce soit pour les salariés ou pour les managers. On ne veut pas non plus que nos managers soient sous l'eau par une multitude de questions, parce que quand il y a des nouveaux employés, c'est normal, ils ont des questions. Mais voilà, le but étant aussi de former ce qu'on appelle des parrainages, des buddies, on appelle ça chez nous, où au moins un salarié peut se référer à un autre salarié au lieu d'aller voir directement son manager. Parce que voilà, quand on multiplie ça par 800 employés, ça devient ingérable. Donc c'était vraiment un gros challenge pour nous. C'est passé par plusieurs éléments, et le but étant de ne pas mettre des process pour mettre des process non plus, de garder cette agilité. Et c'est en gardant cette agilité qu'on a su conserver quand même l'esprit Miro, l'esprit startup, si même aujourd'hui on a un peu plus de 2000 salariés dans le monde. Et c'est ce qu'on réplique dans les autres bureaux, parce qu'il y a 6 bureaux dans le monde. Mais ouais, je pense que ça a été un des plus gros challenges qui a touché toutes les équipes, sales, marketing, RH, tout ça. Ok. On reviendra sur ces sujets-là parce que effectivement, on va toucher à la transmission de l'information entre les différents services et avec les nouveaux arrivants. Mais d'abord, Alexis, toi de ton côté, quel est ton plus gros souci en ce moment ? Je pense qu'effectivement, on n'est plus trop une start-up, mais on a su garder un petit peu l'esprit start-up, en tout cas la croissance, puisque nous, on affiche quand même une croissance de 30% par an. Et sachant que Salesforce a un modèle de vente direct, donc qui vend les vendeurs. Donc moi, le plus gros challenge qu'on a, en tout cas qui est le mien, c'est vraiment recruter toujours et toujours, et avoir la possibilité d'avoir vraiment les outils qui nous permettent de faire un onboarding très très rapide. Donc c'est ça le vrai challenge quand on croit encore de 30%. Aujourd'hui, Salesforce, je n'ai pas dit au début, mais c'est quasiment 40 000 employés. Donc ça devient très très gros, et on doit continuer de croître à ce rythme effréné. Donc si on n'a pas les bons talents, et quand on sait qu'aujourd'hui il y a une vraie guerre des talents, pour notre part, mon business à moi est localisé à Dublin. Donc en plus on est dans une ville où on a tous les géants de la tech, que ce soit les Google, LinkedIn, Facebook, etc. Donc qui offrent de plus en plus de choses. Donc on ne peut plus se contenter d'offrir ce qu'on appelle les perks. Les repas, les petits fours, les snacks qui font prendre les 3-4 bons kilos en début d'année quand on arrive. Donc on ne peut plus se contenter de ça. Donc c'est vraiment d'offrir un plan de carrière aux jeunes qui arrivent, qui peuvent arriver dès la sortie de l'école. Et donc ils ont tout un plan. Et il faut leur vendre quelque chose de plus que juste du matériel. Donc c'est ça notre challenge. Et après, heureusement, alors j'ai pas les mêmes problématiques que Quentin. Et je pense que Shalom, c'est-à-dire que nous, on a les outils, on est bien rodés. Donc après, c'est vraiment sur l'exécution et savoir attirer ces personnes-là. Voilà. Alors du coup, nous, pour les challenges, j'en avais pensé à 2, mais vous m'avez fait penser à un troisième, donc je vais l'ajouter. Le premier, c'était la circulation de l'information. En fait, quand je suis arrivé, on était 6, donc du coup, quand j'étais au téléphone avec un client, si j'avais la moindre question, j'avais juste à couper mon micro, et à ma droite, j'avais mon account manager, devant, j'avais le support, derrière, j'avais les techs. Il me suffisait juste de poser la question et j'avais la réponse instantanément. Plus on a commencé à grossir, plus on a commencé à structurer, et il fallait qu'on s'assure de garder cette circulation de l'information, ce même niveau d'information, de le faire circuler de la même façon au sein de différents départements qui se structuraient et qui n'étaient même plus dans les mêmes salles. Et donc ça, c'était un très gros challenge pour nous. Ça a été vraiment de faire en sorte de garder cette information et ce même niveau d'information. Le deuxième challenge auquel je pense, c'est à chaque fois qu'on a avancé dans le process, dans les niveaux de développement, il fallait regarder le passé pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à passer cette nouvelle étape et ressortir un peu la recette magique qui a fait qu'on a réussi à passer cette étape pour ensuite aller revendre, par exemple, aux investisseurs, dire bah voilà, on sait vendre, maintenant il nous faut juste des fonds, on a la recette, il nous faut juste des fonds pour scaler cette étape-là.
Et donc là, il fallait récupérer, comment on peut récupérer cette recette. C'était grâce à justement de la donnée et mettre en place en amont, avant même de se lancer dans une étape, comment on allait au début bien identifier les bons points de données qui allaient nous permettre de mesurer cette nouvelle étape. Donc ça, c'était les deux choses les plus importantes les deux gros challenges qu'on a eu dans l'équipe Sales au fur et à mesure du temps et qu'on a retrouvé à chaque étape. Et donc le troisième qui m'a fait penser, c'est quand effectivement on a onboardé des nouveaux collaborateurs, parfois par dizaines, sur une même semaine. Il a fallu s'assurer que les nouveaux collaborateurs emmagasinent assez rapidement cette information passée qu'on avait accumulée. Donc il a fallu les entraîner rapidement et s'assurer qu'ils allaient bien suivre le process qu'on avait mis en place pour récupérer les points de données pour pouvoir mesurer et trouver cette recette dans 6 mois. Donc les former assez rapidement, la partie formation a été aussi un gros challenge des nouveaux collaborateurs. Merci Shalom. Donc c'est marrant parce qu'il y avait deux, à la fois chez Miro, à la fois chez vous, Hercole, il y a la transmission de l'information entre les différentes équipes qui est ressortie dans le challenge. Donc vous l'avez nommé. Maintenant, est-ce que vous pouvez expliquer, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde dans la salle qui a rencontré ce challenge, mais pour moi, je pense que c'est clé et j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous faites pour, à chaque étape du développement, vous assurer qu'il y a le même niveau de transmission d'informations entre les différentes équipes. Et tu peux commencer. Okay. C'est moins de transport de micro. Du coup, donc effectivement, la circulation de l'information, ça a été hyper important et pour ça, on a trouvé 2 moyens de la structurer. La première, c'était le process. Donc, s'assurer en fait, pour s'assurer que l'information passe, on a mis en place des règles toutes simples pour faire en sorte qu'on récupère la bonne information et qu'elle aille au bon département. Un petit exemple tout simple, au début, un sales, on lui demandait quand il closait un compte de remplir une petite note sur le CRM pour être sûr que la compte manager après ait un peu l'historique qui s'est passé. Et après, ces process ont évolué. Aujourd'hui, c'est plutôt des champs qui doivent remplir dans le CRM. Comme ça, on s'assure, vu la diversité des profils qu'on a, que c'est la même qualité d'information qui est passée d'un département à l'autre. Donc ça, c'était la première chose, c'était vraiment la mise en place des process qui nous permet de garantir l'information qui circule. Et le moyen qu'on utilise, donc c'est la deuxième chose, c'est les outils. En fait, on s'est équipé d'outils qui nous permettent de répondre au process qu'on veut créer et de personnaliser ces process au fur et à mesure qu'on avance. Donc voilà, à retenir les process et les outils qui sont le plus important pour garantir l'information et la circulation de l'information. En tout cas chez Hercole. Et alors Alexis, si je peux préciser aussi la question pour qu'on aille un peu plus loin chez Salesforce et qu'on recentre le débat sur le sales. Donc comment vous faites pour transférer quelle information vous avez besoin de transmettre entre les différentes équipes pour servir au métier de sales et faire en sorte que l'organisation commerciale grossisse. Ouais. Alors nous on est au stade avancé, hein, mais je partage un petit peu ce que tu viens de dire. Alors nous on a la chance d'avoir les outils et puis donc l'idée c'est vraiment Salesforce c'est le client au centre de tout, hein, c'est le 360 Customer Focus et donc à partir de là un commercial qui va travailler, il va travailler avec plein de différents départements. Et c'est justement la plateforme qui va lui permettre d'interagir avec ces départements. Je prends un exemple qui est assez sympa sur, par exemple, une opportunité. Quand on va travailler une opportunité, comme tu disais, il y a des champs maintenant. On va mettre des champs. Il y a par exemple un champ compétiteur. On va remplir ce champ compétiteur. Et automatiquement, si je mets un compétiteur dans ce champ-là, eh ben, ça va déclencher une alerte automatique qui va envoyer un message à une équipe spéciale qui va pouvoir fournir de l'aide et du support aux sales sur ce compétiteur en particulier. Donc toutes ces choses-là, elles font c'est tout automatisé, ça permet à tous ces départements de collaborer. Après, ça peut être évidemment, on va parler de l'historique du client, ses contrats, choses spécifiques, qu'est-ce qu'on a fait avec. Donc c'est vraiment une place où le sales n'a plus du tout besoin d'aller couper son micro et demander à son voisin tiens, le contrat Hercole, où on en est, etc. Mais c'est des petits exemples comme ça qui permettent d'automatiser certaines tâches et clairement, à la fin du compte, je parlais d'onboarding, donc d'accélérer l'onboarding des nouveaux venus et évidemment, d'augmenter la productivité, ce qui est chez nous un des points essentiels. D'ailleurs, si je peux me permettre d'intervenir juste à ce moment-là,
toute l'information, en tout cas chez Salesforce, ça fait 4 ans moi que je suis chez Salesforce, toute l'information qu'on renseigne dans le CRM, qu'un commercial doit renseigner dans le CRM, elle est utilisée par quelqu'un, et la plupart du temps par le commercial en lui-même, parce qu'il va recevoir de l'aide de la part de son équipe étendue. On a la chance d'avoir maintenant des énormes équipes, des spécialistes produits, des solution engineers, des gens qui nous aident sur les aspects contractuels ou les aspects légaux des contrats qu'on est en train de négocier. Et je pense que c'est hyper important parce qu'on va revenir sur les outils après, mais quand on met en place des outils, le plus important, c'est de ne pas créer une usine à gaz. Et Salesforce, typiquement, c'est un outil qu'on peut énormément personnaliser. Donc, on peut lui demander de renseigner toutes les informations qu'on veut. Mais à chaque fois qu'on met en place une nouvelle information dans Salesforce, je pense enfin dans Salesforce ou dans n'importe quel outil d'ailleurs, la question à se poser, c'est quel est le bénéfice business derrière, qu'est-ce que ça va nous apporter. Et dans le cas d'Alexis, c'est un meilleur ramping, c'est un meilleur closing rate, etc. etc. Ouais, moi je te rejoins tout à fait dans ça, Jean-Louis. C'est que nous, au début, quand on commence Miro, on ne veut pas de CRM directement. On se dit, on n'est pas assez gros, c'est peut-être une usine à gaz, justement, ça va être compliqué. Donc, bien sûr, on prend des fichiers Excel qu'on multiplie, enfin, et ça devient une usine à gaz, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'à ce moment-là, on tombe dans notre propre piège en voulant faire simple, on fait compliqué, parce qu'on ne trouve plus les fichiers, ils sont mal classés, l'information ne circule pas, c'est dans des mails, il faut les rechercher, enfin, ça devient une usine à gaz. Et effectivement, c'est en rencontrant Salesforce, on comprend que finalement Salesforce, ça nous faisait un petit peu peur parce qu'il y a tellement de features, tellement d'outils, il y a tellement de briques. Enfin, on peut faire beaucoup de choses, mais aussi on peut faire des choses simples. Et on peut avoir le Salesforce qu'on a eu au début, ultra light, où c'est juste pour les commerciaux, ils renseignent, on a l'info, on peut le partager. Parce qu'au tout début, chez nous, le commercial faisait BDR, il faisait CAM, il faisait account manager, il faisait tous les cycles de vente, en fait. Donc, que ce soit la prospection, au closing, au suivi de compte. Mais forcément, le temps passe, le cumul des comptes fait qu'on a besoin de développer des expertises. Donc, on a développé les BDR qui sont chargés de la prospection, sourcing, prospection, puis les CAM de la négociation jusqu'au closing et de la compte manager. Et donc, à partir de ce moment-là, du coup, c'est plus les mêmes personnes. Donc, on parle vraiment de transmission d'informations. L'information, on doit la noter, elle doit être pertinente, on doit la conserver, pouvoir la transmettre. Et c'est là où, finalement, peut-être un an après le démarrage de Miro, on a développé la solution Salesforce en interne, enfin avec Salesforce, et on a pu mettre tout ça à jour. Et là, on parle de garder l'information, mais c'est aussi la rendre pertinente, cette information. Ce qu'on peut faire difficilement avec des Excel qui sont à droite à gauche. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de data, mais quelles variables je vais corréler pour définir une stratégie, une tactique. Et c'est aussi l'idée de Salesforce, c'est de ne pas essayer de faire des tableaux croisés dynamiques avec des fichiers Excel qu'on n'a plus. C'est de pouvoir faire tout sur le même outil et pouvoir transmettre l'info, puisque je disais que le légal, c'était pas notre fort au début, on avait un avocat, on n'avait pas de service légal, mais bien sûr maintenant il y a un service légal, il faut envoyer les contrats, il faut les valider, voilà. Bon, il y a une professionnalisation de la start-up finalement, mais qui nécessite du coup en permanence d'échanger entre services, et c'est là où pour nous ça posait de gros problèmes à ce moment-là, quand il a fallu échanger entre services si on n'avait pas cette solution Salesforce. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de KPI que vous utilisez, et donc des informations, des exemples d'informations qui doivent être renseignées par les différentes équipes qui utilisent Salesforce, ouais, de manière très concrète pour qu'on puisse... Ouais. Voilà, de manière concrète, il y a plusieurs étapes pour le commercial. Ça commence par premier contact, négociation, et voilà, il y a des étapes, des briques qui sont venues se rajouter. Par exemple, contrat SENT, donc j'ai envoyé mon contrat en amont. Est-ce qu'il a été validé par le légal de mon client, par mon légal, et donc voilà, ça va être des éléments comme ça, des éléments de process, mais qui ne sont pas lourds puisque c'est largement automatisé. On fait un devis, on l'envoie au client, on le met sur Salesforce, le devis. Donc le légal, la finance a déjà accès à ce devis. C'est pas quelque chose, ça se fait automatiquement, ils reçoivent un mail, ils le valident, pareil pour les contrats. Donc finalement, ça se fait assez simplement, il suffit de choper les best practices. Par contre, ça demande une formation des équipes réellement à l'outil, puisque ça ne sert à rien d'avoir un bon outil si on ne sait pas s'en servir.
Et là, pour le coup, il faut prendre un peu de temps, avoir un peu de pédagogie. C'est vrai que les équipes support de Salesforce sont aussi là pour ça. On peut être perdu, mais voilà, il y a toujours un account manager qui pourra vous expliquer, même venir sur place, ce qui arrive assez souvent, faire des ateliers. Voilà, pour personnaliser, puisque je pense que la force de ce type de solution, c'est qu'elle est extrêmement personnalisable, que ce soit pour une start-up de 10 personnes ou pour une start-up aujourd'hui de plus de 1000 personnes. Ça fonctionne parce qu'on le fait évoluer étape par étape selon son besoin, sans trop se complexifier la vie d'ailleurs. Voilà, il y a des informations via le marketing, via le légal, des échanges sur toutes ces datas. En fait, voilà, le cycle de vente se fait entièrement sur Salesforce et donc toutes les validations également. Donc du coup, pour répondre à ta question, je me permets d'intervenir. Donc nous aussi, on est passé sur Salesforce en termes d'outils quand on a choisi nos outils. Et donc, en termes de statistiques, de mon côté, je vais mesurer 2 types de statistiques. On va avoir les statistiques de résultats et les statistiques de moyens de mes équipes. Donc la première de résultats, ça va être les opportunités qui ont été créées, les deals qui ont été signés. Et après, de moyens, donc ça va être le nombre de calls qui ont été faits, le nombre d'emails qui ont été envoyés, le nombre de tasks créés sur le CRM. Et ça me permet de voir, de corréler un peu les résultats des 2 équipes. Et donc, comme Quentin le disait, c'est que petit à petit, on a fait en sorte que toutes ces informations, elles soient automatisées. Typiquement, je prends un exemple random, mais on a connecté Aircall avec Salesforce. Et donc, tous les appels, automatiquement, sont renseignés dans Salesforce. Ça fait que le commercial, il n'a même plus besoin de rentrer qu'il a fait un appel. Et donc, ces statistiques, elles se nourrissent d'elles-mêmes dans le CRM. Et c'était un des choix qui nous a poussé d'aller sur Salesforce au début. C'était en fait, tout l'écosystème qui existe autour de Salesforce. On savait que peu importe les outils qu'on allait utiliser par la suite, allait facilement se connecter à Salesforce. Et donc, dans cette logique de garder l'information, on était sûr que les informations allaient pouvoir se renseigner automatiquement et qu'on allait pousser automatiquement dans d'autres outils, d'autres départements, les informations qu'on voulait, sans plus aucune action humaine. Et donc, sur les statistiques, après, ça nous permet donc d'avoir toutes les informations qui sont renseignées automatiquement. En termes de management, vous pouvez construire des rapports ou des dashboards pour voir donc, toutes ces statistiques et piloter un peu l'activité de votre équipe. Et on peut même aller plus loin, faire des rapports et des dashboards personnels. L'idée, c'est pas faire du flicage, mais si jamais, en cas de sous-performance, vous pouvez aller analyser et essayer de comprendre où votre commercial a besoin de travailler et aller le faire monter en compétences que sur les calls, sur les emails, sur le closing, par exemple. Donc voilà un peu les types de métriques qu'on utilise et comment chez Aircall on les a connectés à notre outil et comment on le nourrit automatiquement. Je sais pas si... Alors, comment tu fais toi, Alexis? Je sais pas. Tu traques. Ça va m'aider. Nous, on a de la chance chez Salesforce, c'est qu'on a beaucoup d'historique. Donc on pilote énormément notre activité grâce à l'historique et grâce à ces KPI. Alors après, ça dépend de quel métier on parle, parce que donc il y a plein de différents métiers dans la vente. On va y venir juste après. Ouais. Voilà. Donc si on parle des SDR qui sont là pour prendre des inbound, on ne va pas les mesurer de la même manière que des sales. Peut-être on en parlait tout à l'heure, mais voilà, les sales, dans mon cas, on sait par exemple que il y a l'ultime chose, c'est quoi? C'est l'ACV, le montant de chiffre d'affaires qu'un sales va closer. Donc ça, c'est peut-être le KPI le plus important. Mais après, on sait que pour délivrer 100, on sait qu'on a besoin d'un certain coverage en pipeline, par exemple. Donc on sait que on va avoir besoin de 3x de coverage, par exemple, en pipeline. On sait que du pipe qui a été créé par un AI, il a un taux de conversion qui est 2 fois supérieur à du pipeline qui a été créé par exemple, un SDR. Donc toutes ces choses-là. Donc on a énormément de KPI. Et ensuite, donc nous, on a un process de vente. Vous avez sûrement aussi tous les deux un process de vente. Donc on a répliqué dans Salesforce. Donc chez nous, on a 8 étapes du moment où on identifie un lead jusqu'à ce qu'on le close. Et par exemple, on sait que au début d'un mois, au début d'un trimestre, on doit avoir une certaine quantité de pipe dans une certaine phase. Donc on va très bien voir que si un sales a 70% de ses opportunités en stage 2,
bon, il est même moins probable qu'il fasse son chiffre que quelqu'un qui a juste un coverage de 1.5, mais qui a 70% de son chiffre en stage 4 et plus, etc. Donc il y a énormément de KPI comme ça. Maintenant, il ne faut pas tomber dans ce que tu disais, dans les travers de trop de reporting. Donc nous, on a quelques dashboards qu'on suit de manière générale et qui sont partagés avec l'équipe. Donc comme ça, on sait exactement de quoi on parle. Moi, je sais que quand je fais une revue de forecast avec ma boss, je sais de quoi je parle. On va parler de key deal, de méga deal, large deal, etc., de pipe coverage. Et je sais exactement, il n'y a pas de surprise, quoi. Donc ça, c'est aussi une best practice, je pense, à partager avec vos équipes. C'est d'avoir les mêmes choses et de parler le même langage, quels que soient les différents rôles dans la hiérarchie. Et, moi, je vais juste rajouter un truc. À mon niveau, moi, je fais un reporting à mon manager, mais je le fais aussi à Einstein, qui est notre module d'intelligence artificielle, et qui me dit aussi où j'en suis sur les statistiques par rapport à ce que nous montre l'historique, où est-ce que il me fait une estimation de ce à quoi je vais arriver. Et il calcule en fait la différence. On calcule aussi avec nos statistiques la différence de. On prend en compte la vitesse de closing d'un deal en fonction du type de deal sur lequel on travaille, parce que chez Salesforce, on peut travailler sur des deals complètement différents. Et tout à l'heure, Alexis a mentionné l'ACV chez Salesforce. L'ACV, c'est c'est l'incrémental qu'on rajoute sur un contrat. Qu'on rajoute sur un contrat ou qu'on rajoute chez un client ou chez un prospect. C'est à différencier avec... la plupart des startups appellent l'ARR, qui est le recurring revenu annuel. Et donc, nous, on travaille que sur l'incrémental. Chez Salesforce, on parle que en incrémental parce que ce qu'on cherche, c'est la croissance. Et on a organisé, depuis le début, toutes nos équipes et tous nos chiffres sur ces notions d'incrémental. Et ça va. J'ai envie de rebondir sur. Je voulais mentionner ça, donc déjà pour l'expliciter à l'audience et aussi pour rebondir sur la prochaine question, qui est quelle est l'organisation commerciale. Vous avez tous mentionné des SDR, des EI, différentes personnes qui travaillent à différents niveaux du pipeline. Il y a des startups qui ont des commerciaux qui travaillent uniquement sur les prospects. Il y en a qui font et d'autres qui font de l'élevage. Il y a des startups qui ont des EI qui travaillent à la fois sur l'élevage et sur la prospection. Enfin, sur les new logos. Donc, quelle partie avez-vous pris en termes d'organisation commerciale et pourquoi ? Oui, voilà, comme je le disais au début, c'était le commercial qui faisait à peu près tout le cycle de vente du compte. À un moment, on a décidé de développer des expertises. Et c'est notamment avec l'arrivée du logiciel où on a pu avoir des métriques, mesurer ce que l'on faisait réellement. Et en se disant, finalement, oui, on peut devenir expert du SDR, devenir expert de la prospection. Chez Miro, on a beaucoup de typologies de clients, autant du fooding que du real estate, que du corporate. Donc voilà, on a plein de verticales, de variables qu'on peut corréler ensemble. Et donc le but, voilà, avec ces data, c'est de se dire est-ce que le lundi matin, il vaut mieux appeler des entreprises qui sont dans le fooding, dans le corporate ? Est-ce que ça répond mieux de cette manière ? Est-ce que c'est mieux le mail, le call ? Voilà, donc on va prendre tous ces éléments et donc on développe des expertises grâce aussi à des data et des metrics. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit juste avant. Moi, ce que j'aime beaucoup en tant que manager grâce à ces data, c'est qu'on enlève la partie émotionnelle qui peut être un peu forte dans nos métiers. C'est que non, je ne suis pas là pour te juger, c'est des metrics, c'est des data, c'est comme ça et on va trouver ensemble la solution pour améliorer tel ou tel point. Mais voilà, on n'est pas sur un jugement un peu global. Oh, j'ai l'impression que tu finis un peu tôt le soir, tes chiffres ressemblent à ça, le truc totalement émotionnel ou ça crée des tensions. Non, on prend simplement le report. Par contre, j'insiste, il faut que tous les sales, enfin toutes les personnes qui travaillent sur Salesforce tiennent bien à jour leur Salesforce. Moi le premier, puisque sinon les datas sont faussées. Donc c'est super important, mais ça enlève le côté émotionnel. On travaille sur de la data factuelle. La preuve, même une intelligence artificielle pourrait faire ce travail. Je ne dis pas que le rôle manager s'arrête à ce côté purement logique, mais au moins on sait sur quoi se baser pour avoir une réelle discussion et une discussion constructive. Donc voilà, nous aujourd'hui c'est 3 métiers qui accompagnent le cycle de vente, de la prospection à la négociation au CSM, Customer Success Manager. Donc voilà, qui développent chacun grâce à cet outil et grâce à différentes métriques une expertise.
Le CSM va pouvoir, le Customer Success Manager va pouvoir, par exemple, dans son contrat, je signe un contrat sur 12 mois, combien de pourcentage du contrat a été consommé au mois 1, au mois 2, au mois 3, savoir si on est dans les clous ou pas du tout, savoir si je peux proposer peut-être un autre produit puisque la personne a déjà dévoré en 2 mois 80% de son contrat. Voilà. Pareil pour le BDR, on en parlait tout à l'heure, hein, quelle cadence d'appel, quelle appel, quelle heure, quel moment, quel discours. Et pour les CAM, donc ceux qui vont faire la négociation, combien d'opportunités créées, pour combien d'opportunités closées, le length, donc combien de temps il me faut pour closer tel type de compte ou tel type de compte. Donc on parlait d'équilibre de pipe aussi. Et c'est là l'enjeu, c'est de savoir et de comprendre son business et de savoir que certains comptes, par exemple nous qu'on va voir AXA, Société Générale, bien évidemment le cycle de vente va être multiplié par 3, par 4 quand on va voir Aircall ou une autre start-up. Donc voilà, pour équilibrer ça et aussi faire comprendre aux équipes l'importance d'avoir des fois des grands comptes avec des cycles de vente longs et des choses qui vont plus vite, mais en haut on attend un gros volume et un gros potentiel, et des choses des fois un peu plus courtes qui permet aussi d'entretenir la foi et de vendre, hein, même si on vend mieux. Moi, ce que je dis à mes sales, c'est bon, il y a une limite à pas dépasser en dessous d'un certain montant de contrat, puisqu'après on va s'épuiser pour rien, mais c'est bon pour le moral quand même de closer des petits comptes en quelques semaines. Et quand les gros comptes tombent, ben voilà, là on sort la bouteille de champagne et on fait la fête. Tu veux y aller ? Non, bah alors nous, en termes d'organisation, et c'est ce que je disais au départ sur la partie donc recrutement, nous, ça nous aide beaucoup à pouvoir vendre une vision aux jeunes qui sortent d'école, de se projeter un petit peu avec une entreprise. Et je pense que ça, c'est hyper important et c'est différenciateur. Donc nous, on va avoir quasiment 5 différents stades, en tout cas sur la partie sales. Les sales vont commencer en BDA, donc vraiment associate, donc découvrir le métier, le produit, etc., les solutions, les systèmes, toute la partie opérationnelle. Et ensuite, ils vont passer donc à SDR. Donc la SDR, c'est tout ce qui est gestion des appels entrants. Donc leur métier, ça va être de 80% d'appels de la gestion d'appels entrants, avec un petit 20% sur lequel ils vont commencer à s'initier au rôle de outbound, donc d'aller travailler des comptes nommés. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont des scorecards. Alors c'est assez mesuré. Ils vont rester une petite année là-dedans. Et ensuite, ils vont faire du BDR. Donc le BDR, c'est 100% chasse outbound. Donc là où ils vont plutôt travailler en étroite collaboration avec des account exécutifs un peu plus seniors, type enterprise ou corporate. Et ensuite, ils vont passer AI. Alors là, après, sur la partie compte exécutive, ils peuvent faire une carrière, enfin une longue carrière, avec, en fonction des types de comptes, de petits comptes, donc ceux que donc mon business à moi, jusqu'aux très gros comptes, AXA et compagnie. Voilà. Et ensuite, il y a ceux dont tu as parlé, les CSM, donc ce qui viennent aussi en support, qui sont quand même associés vente et qui viennent en support de ces rôles directement liés au sales. Voilà. Donc chez Aircall, le cycle de vente, on l'a un peu décomposé au modèle de Salesforce. C'était pas mal inspiré de leur modèle. Et donc au début, effectivement, on avait une personne qui faisait tout. Et petit à petit, on a divisé le cycle de vente. Alors aujourd'hui, on a donc ce qu'on appelle des CIT qui préparent les listes de prospection. Ensuite, on va avoir des SDR, inbound et outbound. Donc on a des personnes qui vont gérer tout l'entrant et d'autres qui vont aller chasser des comptes stratégiques. L'idée pour eux, c'est vraiment de créer des opportunités. Ensuite, on va avoir les accounts exécutifs qui vont closer les comptes. Et on a des account managers qui vont ensuite gérer ces comptes et essayer de créer donc, de l'expansion, l'incrémental dont tu parlais un peu plus tôt. Alors, pour moi, il y a 2 gros avantages à diviser ce cycle de vente. Le premier, c'est, je suis très content que tu l'aies mentionné, Quentin, c'est la partie émotionnelle. Le plus gros avantage pour moi, c'est en fait... au niveau de l'opportunité, ce sera toujours le même point de contact que vous allez avoir, votre decision maker. Et du côté de votre solution, c'est plusieurs personnes qui vont lui parler. Et en fait, les sales dans le différent cycle de vente ne s'attachent jamais émotionnellement au compte parce qu'ils ne le travaillent que sur des courtes périodes. Et donc, du coup, ils ne vont jamais baisser leurs standards. On a tous eu cette expérience où au début on travaille un compte, ça fait 6 mois qu'on est sur ce compte, on va absolument le signer et 2 semaines avant la date de signature, le compte commence à nous mentionner un concurrent un peu plus agressif et là d'un coup on va baisser notre prix de 30% juste pour les signer parce qu'on a fait tous ces efforts là.
Et en fait, le fait à chaque fois de diviser le cycle de vente, ça permet d'avoir des personnes qui vont jamais s'attacher au deal et qui vont toujours repartir sur les standards que la société a fixés, donc le prix de base. Ça, c'est le premier gros avantage. Et le deuxième avantage de diviser le cycle de vente, c'est d'avoir des personnes qui en fait maîtrisent les compétences pour chaque type de métier. On va avoir une personne qui va maîtriser la qualification du deal pour récupérer les informations et créer une réelle opportunité. On va avoir ensuite des personnes qui vont maîtriser le closing du deal. Et donc, ça permet d'avoir vraiment des personnes focus et de créer effectivement un carrière pass, une évolution de carrière au sein de l'entreprise. Et alors peut-être pour revenir aussi sur le problème de la circulation de l'information dont on mentionnait un peu plus tôt, le fait de diviser le cycle de vente et que ce soit qu'une personne, un client parle à plusieurs personnes, pour rendre cette expérience client fluide, vous êtes obligé de faire en sorte que l'information circule bien. Autrement, le lead se retrouve à chaque fois répéter la même problématique et les mêmes choses. Et en fait, là, il devient fou. Donc voilà, nous, on a divisé le cycle de vente pour vraiment optimiser notre équipe commerciale. Mais après, on a cette logique transversale de process qui permet d'assurer l'expérience client fluide au sein de notre cycle de vente. Tu peux le garder. Très bien. Donc tu parlais des différentes compétences et différentes techniques. Donc moi je comprends bien quand un commercial signe un nouveau client, après il passe au Customer Success. Et là c'est le Customer Success qui est en charge de tout l'incrémental. Chez Salesforce c'est un peu différent. Il y a un Customer Success, mais il travaille uniquement sur l'adoption. Et c'est le responsable commercial qui est en charge de tout l'incrémental. Donc ça sera différentes compétences qui vont être, en tout cas c'est organisé différemment. Comment est-ce que vous générez cet incrémental chez Aircall? Quel est le rôle du Customer Success chez Aircall et quel est celui chez Salesforce et chez Miro? Et qu'est-ce que vous suivez comme KPI et de quelles informations ils ont besoin de la part du commercial? Est-ce que vous utilisez le marketing? Est-ce qu'ils sont en collaboration avec le support client? Comment vous faites? Ok. Donc du coup, il y a pas mal de questions, donc je vais essayer de les reprendre un peu dans l'ordre. Donc moi, je gère chez Aircall la partie acquisition, la partie vraiment, c'est la première fois que que la personne devient client chez nous. Et après, ça passe à un autre département qui est géré par une autre équipe, donc qui est le Customer Success, qui eux sont des account managers et eux vont ensuite gérer le compte, donc s'assurer déjà qu'il reste chez nous, et ensuite essayer de lui vendre donc plus d'utilisateurs ou un plan supérieur, voire même aller s'étendre au sein de l'entreprise et donc aller chercher d'autres équipes. Donc ça, il y a cette première différenciation effectivement par rapport à ce que tu disais, Alexis, sur Salesforce. Alors on fait ça, la première raison pour laquelle on fait ça aussi aujourd'hui à notre taille, et peut-être qu'un jour on viendra à votre modèle, mais c'est que au début, la croissance, elle vient du new sales. Effectivement, en New Sales, c'est très facile de faire plus 100% quand on ramène juste 1000 de MRR ou de ARR. C'est très facile de faire des plus 100% tous les mois. Mais plus on grandit, plus ça commence à être très difficile. Et la vraie croissance de l'entreprise, elle se passe sur la partie de clients existantes. Parce qu'un petit pourcentage de croissance sur la partie existante va permettre, en fait, au niveau de l'entreprise, si vous avez une grosse base, beaucoup plus de croissance que le new sales. Donc ça, c'est un peu la logique pour pourquoi à notre niveau, on garde cette distinction entre sales, donc à compte exécutif qui close les premiers comptes, et les account managers. C'est vraiment parce qu'on a encore aujourd'hui beaucoup de challenges à faire rentrer du new business et commencer à travailler sur notre boîte d'existence. Petit à petit, on déplacera en fait cette force commerciale peut-être sur les account managers. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, sur l'équipe des account managers, ils vont avoir différents types d'opportunités. Je l'ai expliqué. Ils vont soit donc aller chercher plus de licences ou les faire passer sur des plans supplémentaires, ou alors aller essayer de s'étendre au sein de l'entreprise. Et donc, ils vont détecter ces opportunités de deux façons. La première, c'est grâce à l'information qui a été récoltée en avant-vente, le commercial va lister un certain nombre de besoins chez le commercial. Il va décider d'adresser le plus prioritaire pour le client et il va axer sa vente basée sur celui-là. Mais ensuite, l'account manager, il doit avoir besoin de l'historique et il va peut-être voir qu'il y a des points qui n'ont pas été traités encore. Et donc, il va aller essayer de déclencher une nouvelle opportunité, un nouveau cycle de vente dans la deuxième partie.
Et la deuxième source d'opportunité pour les account managers, c'est que du coup, dans notre CRM, vu que c'est bien nourri avec un certain nombre d'informations et de data, on va avoir des alertes qui vont nous permettre de prédire l'état de santé de nos clients et d'être proactifs, donc soit sur de la contraction, donc éviter qu'ils réduisent son nombre d'utilisateurs parce qu'on voit qu'il réduit un peu son utilisation de la solution, ou alors à l'inverse, il y a certaines métriques qui nous font dire que potentiellement il y a une possibilité d'aller chercher plus de licences parce que le taux d'adoption et le taux d'utilisation augmentent beaucoup. Donc voilà un peu les différentes. Et après, en termes de métriques, bien sûr, c'est exactement la même chose. Vu que c'est un nouveau cycle de vente, on va avoir les appels, les emails, les démos qui sont faites, etc. Alors nous, effectivement, on a nos CSM, donc ils sont pas du tout. En fait, ils n'ont pas de rôle de vente. Par contre, ils ont un rôle qui est essentiel, c'est l'adoption de la solution. Et on sait que c'est critique sur des ventes additionnelles, c'est l'adoption de nos solutions. Donc ils ont une mesure, c'est vraiment faire en sorte que le logiciel soit bien utilisé et aussi de détecter évidemment d'autres opportunités. Ils vont les travailler, comme on parlait de partage de l'information, ils vont les travailler directement avec des sales. Ils ont une seule métrique, une seule KPI qui surveille, c'est l'attrition. Donc c'est faire en sorte qu'on ait le moins possible d'attrition. Après, par rapport à ce que disait, et Salesforce, nous on est organisé, ce que je n'en ai pas mentionné, mais on est organisé par sales qui sont dits hybrides, mixtes, c'est-à-dire qui gèrent du client existant et du nouveau client. Souvent, on s'aperçoit que dans des compagnies qui commencent à avoir une masse critique, on va avoir tendance à séparer les chasseurs des farmers. Nous, on a gardé ce mix. Alors pour deux raisons, c'est que la première, donc c'est difficile quand on commence à avoir un closing qui est mensuel chez nous, de pouvoir vivre et de pouvoir garder le moral. Donc quand on est chasseur, le cycle de vente est un peu plus long. Le deal moyen est plus gros, mais le cycle de vente est plus long. Donc c'est difficile d'avoir cette communauté de gens qui vont un peu galérer au niveau revenu récurrent. Donc on va travailler, on va avoir des sales qui gèrent une partie de base installée, où ils vont pouvoir justement créer ce récurrent. Ça c'est une première chose, et chasser à côté. Aujourd'hui on a un taux de 55% base installée, 40%, 45%, ça varie un petit peu autour de 50% base installée nouveaux clients. Après la deuxième chose, on est en train et on s'est verticalisé de plus en plus, donc par industrie. Et pouvoir connaître des clients et savoir comment ils utilisent le logiciel, c'est quand même une force énorme de connaître comment certains clients utilisent le logiciel pour ensuite aller lever de nouveaux leads et de nouveaux clients. Donc il y a aussi cette partie connaissance, savoir qu'on pense, nous, est essentielle au bon équilibre et à générer de nouveaux business. Voilà. Oui, donc chez nous, le Customer Success Manager a deux casquettes. La première, donc, c'est d'onboarder un nouveau client via un kick-off, donc de s'assurer que le client a bien tout compris quand il a signé le contrat. L'air de rien, ça peut être important. Et lui présenter la plateforme, la solution, l'accompagner sur les premières prestations, les premières commandes. Ça, c'est la première chose. Donc, et comme son nom l'indique, il est là pour que le contrat qui a été signé, l'accord qui a été passé se déroule correctement, voire parfaitement. La deuxième chose, ça va être cette fois-ci le côté plus commercial, plus farmer, où on va lui demander de proposer certains services qui peuvent intéresser, puisqu'on propose plusieurs services, photos, vidéos, visites virtuelles, des produits qui pourraient l'intéresser. Et donc encore une fois, Salesforce pour le coup permet à tous ces CSM d'améliorer leur productivité, puisque si on n'avait pas les data, puisqu'ils se réfèrent réellement qu'aux data quasiment. Par exemple, on va prendre, quand vous travaillez avec Miro, vous êtes amené à noter votre prestation, la qualité des photos, la qualité de la vidéo, la qualité de présentation de la personne qui est venue pour vous. Et via ces notes, nous, on fait à peu près une moyenne de votre satisfaction. Il y a d'autres variables qui rentrent en compte. Mais c'est déjà un bon indicateur pour savoir si vous êtes satisfait de ce que vous avez aujourd'hui et si on peut se permettre de venir vous contacter pour vous proposer autre chose et que ça soit pertinent pour vous.
Donc si on n'avait pas ces métriques, l'account manager, comme on le faisait au début, a une espèce de feeling. Donc là, on rentre dans l'émotionnel. Hein, c'est pas toujours très viable, mais ah oui, ce client, il nous aime bien et tout, il est super sympa, je vais lui proposer ça. Enfin, on peut le faire sur 5, 10 comptes si on a une bonne mémoire, 15 comptes si on est vraiment un génie. Voilà, l'idée d'avoir des datas, c'est pouvoir le faire sur 150 comptes et d'avoir un account manager, un CSM qui dirige pas 15 comptes, mais 150 comptes et qui les dirige de façon logique. Et quand il prend une décision ici, il peut la justifier à son manager, à l'équipe commerciale, justifier que voilà, c'était pas juste une idée, mais que cette idée était corroborée par des données factuelles. Donc voilà, ça c'est le deuxième élément. Donc vraiment l'onboarding et derrière côté account manager, développement de compte. Ok, donc pour ma part, j'ai plus qu'une seule question. Chacun d'entre vous, j'aimerais que vous nous donniez ce qui, dans votre cycle de vente, est le meilleur conseil que vous pourriez donner à l'audience dans la vente de votre solution. Quelle est la meilleure méthode que vous avez déployée dans votre cycle de vente? Et après, on laissera l'audience poser quelques questions, si ça vous va. Je pense que avant de souscrire de base à une solution, c'est super important de faire un vrai diagnostic interne, savoir quelles sont nos problématiques, qu'est-ce qu'on rencontre quotidiennement, est-ce que c'est stratégique, et en fonction de ça, quelles solutions sont envisageables. Nous, c'est ce qu'on a fait. Au début, on l'a pas fait. On a onboardé Salesforce d'une manière très mauvaise. Réellement, on avait quelqu'un, on pensait qu'il connaissait Salesforce, bon, il n'avait pas de certification, tout ça. Et il s'avère que Salesforce propose une option d'implémentation et ça peut être utile si vous n'avez pas quelqu'un chez vous qui s'y connaît, mais réellement très très bien. Parce que c'est un peu la rançon de la gloire finalement, c'est qu'il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses faisables sur ce logiciel, mais ça demande une expertise. Donc ils sont là en tant que support. Moi, nous, on a fait une première implémentation qui était très moyenne. Donc on a presque eu l'impression que finalement, ce n'était pas pour nous. Alors que non, ça avait été mal fait parce que chez nous, il n'y avait pas eu aucun diagnostic. On a décidé d'implémenter ça en se disant, bon, il nous faut quelque chose. On avait une vague idée de ce qu'était le logiciel. Donc 6 mois plus tard, on a annulé le premier contrat. Et on a fait les choses dans les règles de l'art cette fois-ci, voilà, avec l'accompagnement step by step. On avait quelqu'un de chez nous qui était en relation directe avec Jean-Louis, je crois que c'était. Donc voilà, où là on a défini les métriques, ce dont on avait réellement besoin, ce dont on n'avait pas du tout besoin aussi, parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent nuire finalement à l'efficacité de ces solutions quand il y a trop d'informations. Et voilà, le but étant de rendre les choses très simples et automatiques. Donc voilà, moi si j'avais un conseil, c'est de déjà bien se connaître pour pouvoir faire part de ces problématiques à des solutions et pouvoir faire du sur-mesure puisque c'est une possibilité. Et voilà, faire du sur-mesure et pouvoir appliquer des choses pertinentes pour son entreprise. Merci. Moi, je vais ajouter. Enfin, la seule chose, je peux dire, moi, si je peux donner un conseil, c'est de parler le même langage. Déjà, le langage du client, c'est essentiel. Et ensuite, d'avoir, et c'est ça qui fait la force d'une solution comme Salesforce, c'est que chacun a sa méthodologie de vente, tous des méthodologies différentes. Et c'est pas de se plier aux fonctionnalités d'un système, mais c'est que le système se plie à la stratégie de la boîte. Et c'est ça la force, je pense, de Salesforce. Et en ce qui nous, notre méthodologie, comme je l'ai dit, elle a 8 cycles de vente. Je pourrais en discuter plus en détail avec certains d'entre vous. Mais c'est vraiment, on s'aperçoit, en fait, il y a des années, ça rejoint ce que tu disais sur on peut connaître 10, 15 clients. Il y a une époque où on disait que le sales, c'est un art. Enfin, aujourd'hui, c'est plus trop un art, hein. C'est beaucoup plus une science. J'espère que vous l'avez découvert aujourd'hui. C'est beaucoup, énormément data-driven, hein, donc sur tout ce qui est données, data, enlever un petit peu le côté émotionnel. Après, ça ne change pas qu'à la fin, c'est des êtres humains qui signent, hein, donc il faut pas omettre cette partie-là. Mais il faut surtout écouter le client, répondre à ses attentes, parler le langage du client. Moi, j'essaye. Et j'espère qu'on a essayé de le démontrer aujourd'hui, de pas trop utiliser de jargon trop lié. Ouais. Hein, voilà, c'est difficile parfois, mais comme si on parlait à sa mère, à sa grand-mère qui ne connaît rien, et d'essayer de vraiment parler avec des mots simples et surtout le langage du client. On ne parle pas à un docteur, on ne lui parle pas de client. On parle de patients, etc. Donc c'est vraiment avoir ce côté empathique avec les gens avec lesquels on discute. Voilà.
J'aime beaucoup ce point et c'est quelque chose que je recommande souvent aux premiers commerciaux qui nous rejoignent, c'est de parler comme si c'était un ami des parents. Comme ça, on utilise des mots simples, on s'exprime bien et c'est généralement, ça change totalement la façon dont la personne s'exprime. De notre côté, chez Aircall, la chose qu'on a mis en place et que je continue à mettre en place et qui marche assez bien, c'est en fait d'essayer de sortir de cette relation acheteur-vendeur, mais de rentrer dans une relation de partenariat. On cherche avant tout à devenir un partenaire du client pour construire une relation de long terme. Et d'ailleurs, on a cette même relation quand on achète des outils. On essaie de chercher plutôt des partenaires qui vont nous accompagner sur le long terme. Et donc ça va déclencher deux choses. Le fait de passer dans une relation plutôt de partenariat que d'acheteur-vendeur. La première, c'est que effectivement, on va repousser au plus loin la discussion de prix. C'est une discussion qu'on va avoir, mais on va la repousser au plus loin pour éviter de biaiser le client dans son choix, parce qu'il fait son choix pour répondre à un problème. Et nous, on lui apporte une solution à son problème avant tout. On lui apporte pas un prix. Et donc, à partir du moment où on est rentré dans une relation de confiance, de partenariat, il va se livrer, il va exposer la totalité de son problème. Et effectivement, là, on va être en mesure de lui dire si oui ou non notre produit peut répondre à son besoin. Et de la même façon, si on est vraiment en logique de partenariat, le commercial, il a tout intérêt à dire non, on ne peut pas répondre à ton besoin parce que je n'ai pas envie de travailler un compte si je sais très bien qu'il ne va pas finir à la fin, qu'il ne va pas signer à la fin. Donc, et de la même façon, si vous cherchez des partenaires, le commercial en face va pouvoir vous apporter son expertise et aura ce même intérêt de ne pas vous vendre juste pour vous vendre. Donc cette logique de partenariat est hyper intéressante. Et comme on fait une logique de partenariat sur le long terme, ce qui est hyper important, c'est d'anticiper les besoins futurs. Donc répondre à une solution actuelle, mais d'anticiper aussi les besoins futurs que ce que le client peut avoir, et pour pouvoir faire justement de la vente additionnelle et donc détecter des nouvelles opportunités déjà en avant-vente. Je ne sais pas si c'était assez clair, mais globalement, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Très bien, on va passer aux questions de l'audience. Et je vais me lever, comme ça je vais transférer le micro. Qui a des questions? On commence par ici. Bonjour, Robin Duplo. Moi j'ai une question, c'est comment est-ce que vous avez structuré dans vos boîtes la relation entre la partie technique de Salesforce, ceux qui vraiment paramètrent Salesforce, et la partie plus business de je sais pas, un directeur sales qui gère son équipe et ses deals. Comment est-ce que vous avez fait appel à des gens en externe? Est-ce que à quel moment il faut recruter un développeur, tout ça quoi? Alors pour notre part, on est passé par un intégrateur au départ. C'est un intégrateur qui nous a tout configuré. On a exprimé notre besoin, on lui a expliqué l'idée qu'on voulait de notre CRM, et c'est lui qui l'a fait. Ensuite, nous on est passé chez Salesforce un tout petit peu avant la série A, donc avant de commencer à scaler massivement. À la fin juste avant de relever, donc on était à peu près 40 dans l'équipe sales, on s'est dit on va peut-être internaliser les ressources Salesforce. Et en fait c'était trop tôt pour nous. C'était trop tôt, ça s'est pas bien passé, et donc finalement on a réexternalisé cette partie-là. Et c'est que là, récemment, depuis 6 mois, donc, quand on a une équipe commerciale un peu plus d'une centaine de personnes, si on prend Paris et New York, où là, on a pris une sales op qui communique avec tous les départements et qui vient centraliser toute l'information des besoins et qui vient construire une logique dans le CRM. Parce que ce qui se passe, en fait, au départ, si tu n'as pas une personne qui a une vision un peu plus détachée, qui récupère les inputs et qui a une vision détachée, et qui impose la vision que vous voulez donner à votre CRM, ça va se passer que chaque département va dire moi j'ai besoin de tel champ, moi j'ai besoin de tel automatisme, etc. Et là tu te retrouves avec quelque chose qui a un non-sens en fait. Tu as des informations qui sont remplies à plusieurs endroits, tu as des vues sur ton CRM mais qui ne veulent absolument rien dire. Et donc c'est important d'avoir une personne qui est capable, qui comprend ton business mais qui est externe pour pouvoir te conseiller et te dire en fait là tu vas peut-être un peu trop loin, ou là c'est pas très pertinent ce choix que tu veux faire. Et donc, quand tu es un peu plus petit, je recommande de passer par un intégrateur pour garder ça. Après, tu peux avoir une personne en interne qui fait le pont et qui
passe pour la force de développement par un intégrateur, mais qui fait la communication, qui s'assure de centraliser toutes les informations en interne et de faire la communication avec l'intégrateur. C'est un peu le conseil que j'ai, quoi. Ouais, alors j'ai assez peu de choses à rajouter. Je pense que Jean-Louis, tu sauras même mieux que moi comment on a intégré Salesforce. Mais je sais, voilà, pour le quotidien, effectivement, les sales ops, ouais, c'est le secret chez nous. On a 2 personnes qui font le lien entre les services, qui essaient de comprendre les enjeux de chacun, et qui hiérarchisent aussi des fois la priorité, parce que c'est l'absolue priorité pour chaque service à chaque fois. Mais à un moment, il faut quand même avoir une vision globale de ce CRM. Pour pas faire n'importe quoi et rajouter des briques inutiles. On parlait de simplicité, toujours avoir ça en tête. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit utilisable rapidement. On n'est pas là pour perdre du temps. Voilà, les équipes sales, quand au début on leur met un nouveau process, ils n'avaient pas ça à faire. Maintenant on dit bon, tu as une information, il faut que tu la rajoutes. Tu as encore une autre information, on parlait des différentes stages. Ça c'est des choses à prendre. Alors si vous avez 15 stages, ça devient vite décourageant pour les équipes. En disant c'est long, quoi, j'ai à peine rappelé la personne, je dois retourner sur Salesforce, tout ça. Donc mettre des choses pertinentes et donc voilà les sales ops qui font ce travail donc de compréhension des besoins, de hiérarchisation de l'information pour le développement, mais aussi qui vont travailler par exemple avec la BI, Business Intelligence, qui vont traiter la data, voir comment on peut corréler ça et qui vont faire ces extracts, extirper des fois quand on n'utilise pas Salesforce, bien que Salesforce intègre quand même des outils d'analyse directe, voilà, qui vont extraire ça pour les donner au bon service. Et chaque service rendra la data intelligente. Moi, je peux rajouter juste sur la partie projet, nous, quand on discute avec des clients, c'est une relation tripartite. On a évidemment le software, on a surtout le partenaire, le client et le partenaire. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on veut faire tout seul, souvent pour économiser, on va dire, des bouts de chandelle. Après, je sais qu'il y a plein de l'argent et la trésorerie, etc. C'est essentiel, surtout dans la vie d'une start-up, donc il faut faire attention. Mais nous, quand notre philosophie, notre démarche de vente, c'est vraiment le enjeu, levier, bénéfice. Donc, quels sont vos enjeux, comment on peut vous aider, et quels sont les bénéfices. Si demain, je te dis que voilà, en mettant ça en place, en mettant bien en place, tu peux gagner 1 million. Après, à toi de voir comment est-ce que tu veux le faire, oui, non, mais à partir du moment où tu veux le faire, je pense qu'il vaut mieux se faire aider par les bonnes personnes. Et si tu n'as pas les ressources au début, de les externaliser, comme disait Shalom. Si tu as les ressources, tant mieux, mais le je veux faire tout seul, c'est un peu, c'est un peu vouloir faire la vidange de sa voiture, tout réparer. Bon, c'est compliqué, quoi. À la fin du compte, il y a des gens dont c'est le métier. On parlait de segmentation et de répartition des tâches. Un partenaire, il sait comment implémenter une solution Salesforce, il sait comment vous accompagner au jour le jour, il sait comment accompagner la croissance, etc. Parce qu'il l'a fait des milliers de fois. Même si on est technique, c'est pas comme ça qu'on fait. En tout cas, qu'on se met en place pour le succès. Je suis désolé, je vais rajouter quelque chose, mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Il y a des gens qui savent le faire, en fait. Ton business, si tu vends des tables, c'est pas d'aller mettre en place un outil, c'est de vendre des tables. Donc concentre-toi sur ton business et va chercher des gens externes qui peuvent t'accompagner et qui vont te sortir. En fait, c'est un nouveau métier de mettre en place des solutions. Tu as des boîtes qui tournent autour que de ça. Donc vraiment, concentre-toi sur ton business et quand tu fais tes choix, décide d'investir sur ton business plutôt que d'aller t'éparpiller sur d'autres choses, quoi. Et l'externe, c'est du coup que pour le projet ou même après sur un run mode Alors nous, c'était à la base surtout pour le projet, la mise en place. Et après, temporairement, quand on avait des besoins, on venait chercher des ressources. Et aujourd'hui, on a une équipe commerciale qui est assez grosse. Et donc, il y a des besoins qui sont réguliers. Tous les 6 mois, on implémente un nouvel outil pour nous permettre des choses. Et donc là, effectivement, on a quelqu'un régulier qui travaille avec nous, quoi. Merci. On va continuer avec le micro parce qu'on n'a pas de talking pillow. Qui veut poser une question ? Oui, bonjour. J'ai une question pour mesurer la performance de vos processus. Est-ce que vous dépendez à 100% des outils de reporting des Salesforce ou est-ce que vous avez d'autres outils, vous exportez la data vers d'autres outils pour extraire de l'intelligence ? Alors, moi, personnellement, j'utilise uniquement Salesforce.
toutes mes métriques qui me permettent de piloter mon activité, c'est dans Salesforce. Après, chez Aircall, on a effectivement une équipe data qui vient recenser les données de tous les outils. Donc Salesforce vient pousser toutes les informations liées au business sur une autre plateforme sur laquelle ils font des analyses, mais parce qu'ils font des analyses aussi sur la partie tech, ils centralisent en fait toutes les données au niveau de l'entreprise pour que la finance puisse faire ses projections, etc. Mais moi, dans mon quotidien, j'utilise que Salesforce et j'ai appris du coup à utiliser la construction des rapports et des dashboards dans Salesforce. Et donc en fait, je suis dépendant de personne. Je peux me faire une analyse tout seul et c'est un vrai plaisir, ça. Oui, je sais que certains services utilisent notamment le marketing. Et d'ailleurs, on voit Salesforce pour ça, puisqu'ils proposent également du marketing sur Salesforce. Et donc aujourd'hui, on ne le faisait pas, puisqu'on on a recruté des personnes qui avaient des affinités avec d'autres logiciels. Mais on est en train de revoir ça, puisque le but étant de centraliser quand même l'information au maximum. Donc c'est pas un piège, c'est au contraire une opportunité, l'écosystème Salesforce. Donc voilà, aujourd'hui le but, on verra la nature des discussions de cet après-midi, mais je pense que le but ça va être de centraliser, pas de pression, hein, ça va être de centraliser un maximum l'information. Voilà, juste pour, même si on n'a jamais eu trop de problèmes, parce que quand même Salesforce c'est un logiciel ouvert, voilà, il y a des compatibilités avec un tas d'outils, donc il y a une possibilité de faire travailler les outils ensemble. Mais bon, finalement, est-ce qu'il y a une vraie pertinence? En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas vu sur ce qu'on utilise des choses que d'autres logiciels proposaient, que Salesforce ne proposait pas. Alors peut-être pour le traitement de la data, donc là, j'ai pas une vision pertinente sur le sujet. Ils utilisent un autre logiciel, mais voilà, je pense qu'on tend un peu à créer cet écosystème Salesforce et à centraliser et à se focus sur un seul logiciel tant qu'on nous le permet. Moi, je peux rajouter un truc, c'est-à-dire que sur la partie sales, 100% de la donnée Salesforce, donc moi, je n'ai pas besoin de données externes. Je suis très content avec ce que j'ai. Et encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il faut éviter de multiplier les rapports dans tous les sens. Par contre, après, je suis comme Shalom, c'est-à-dire que si j'ai envie de connaître quelque chose, je peux très vite le faire en manipulant des données. Moi, je fais mes rapports tout seul. Après, je pense que quand une entreprise devient complexe, et après il y a différents types de données. Moi, je parle de la donnée commerciale. Après, il peut y avoir de la donnée financière, de la donnée RH, de la donnée, etc., etc. Donc, soit vous avez Salesforce comme plateforme unique. Bon, après, voilà, ça devient compliqué. On ne fait pas de RH, etc. Mais on a, par exemple, vous savez qu'on a racheté Tableau. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont permettre de faire vraiment de l'analytique poussée à outrance sur des données disparates qui viennent de plein de systèmes différents. Aujourd'hui, on peut le faire, hein, mais il faut embarquer, il faut amener la donnée dans Salesforce. Donc si c'est vraiment un outil très, très, très poussé de reporting pour des fonctions extra-sales, pas sales, parce que sales, franchement, à partir du moment où moi je dis ce qui n'est pas dans Salesforce déjà n'existe pas, c'est-à-dire que moi, si un commercial vient me parler d'un truc, c'est pas dans le CRM, ça n'existe pas. Et donc ça, je pense que c'est hyper important sur la partie adoption, parce que on avait discuté une fois un petit déj comme ça, et où on nous posait beaucoup, mais comment vous faites pour l'adoption? Moi, mes sales, ils veulent pas utiliser, etc. Ça, c'est une vraie question. Donc je pense que vous, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Je sais pas, peut-être vous pouvez dire un mot sur ça parce que c'est assez intéressant, l'adoption. Mais clairement, si c'est pas dans Salesforce, ça n'existe pas. Et si c'est dans Salesforce, moi, au niveau reporting, ça me va bien. Mais après, je sais pas si ça répond à ta question. Effectivement, voilà, pour un analyste qui fait de la donnée, qui fait de l'analyse sur la donnée financière, de facturation, de payroll, etc. Il faut peut-être voilà. Merci. Pour la partie adoption, ça rejoint la question aussi juste avant. Il faut y aller doucement. On a des commerciaux, les sales généralement, c'est des personnes qui sont très indépendants, c'est un peu pour ça qu'ils font ce métier. Et si on vient et on met en place du Salesforce et on leur dit, bah voilà, à partir de maintenant, il va falloir remplir tous ces champs pour la moindre action que tu vas faire, ça va jamais marcher. Ça va être la pire, ça va être le pire déploiement que vous allez faire. Donc allez-y doucement. En fait, au début, vous allez leur demander juste de créer des opportunités chaque fois qu'ils en identifient une. Après, ils vont dire, va falloir mettre l'opportunité et un montant précis. Après, il va falloir l'opportunité et un stage d'opportunité. Et petit à petit, vous leur mettez, vous faites évoluer votre CRM en fonction que votre équipe peut grossir et que vous avez besoin de plus de données. Donc y aller doucement, c'est hyper important aussi.
Pour ajouter, n'oublie pas le pourquoi le sales va le faire, ça. Hein. Quand je prenais l'exemple tout à l'heure du compétiteur, par exemple, ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire que le sales qui ne renseigne pas ce champ-là, eh ben, il va se couper de toute une partie de ressources qui peuvent l'aider à closer son business. Et à la fin du compte, un sales, qu'est-ce qu'il veut? C'est faire du chiffre. Hein. Donc, il est là pour faire du chiffre, pour closer du business. Donc, le plus de personnes travaillent sur son deal, le plus il est content. Et quand on devient grand, comme disait Quentin, on ne peut pas tout connaître et connaître tout le monde. Donc, le fait de déclencher des alertes comme ça, et ben ça aussi, ça accélère l'adoption parce que le sales va dire bah oui, je vais remplir ça parce que je sais que je vais avoir de l'aide, je vais remplir ça parce que etc. Je vais remplir les champs techniques parce qu'on parlait aussi des différents départements. Évidemment, il y a une grosse partie de sales engineers, hein, ceux qu'on appelle les avant-ventes ou sales engineers ou techniciens qui travaillent à nos côtés dans le cycle de vente. Bah aussi, il faut leur donner de la matière, il faut partager avec eux, etc. Plus on met de l'information, plus en fait on a un retour sur investissement qui nous aide à closer du business. Oui, c'est vrai qu'il faut y aller peu à peu, effectivement, parce que c'est toujours l'enjeu en fait entre l'envie de récolter un maximum de data et le besoin d'avoir cette data pour prendre des décisions, et en même temps pas gêner un sales dans son métier, et voilà, pas lui faire perdre de temps, pas le démotiver à cause de données qu'il faut rentrer, parce que c'est un peu fastidieux parfois. Et donc c'est les premières semaines les plus dures, puisque comme disait Alexis, effectivement, à un moment, on a des résultats, on a des datas, on peut prouver des choses, et d'un coup, tout prend son sens. Donc voilà, y aller doucement au début, quand ça a peu de sens, et d'un coup, quand ça prend son sens, on peut se permettre d'avoir encore que 3-4 variables supplémentaires de data. Mais voilà, toujours prouver qu'il y a une logique à ça, parce qu'au début, quand on implémente Salesforce, c'est juste, c'est boring. C'est, oh non, je dois faire ça, avant j'étais tranquille, je pouvais envoyer mes mails, au pire, je mettais juste le contract value, et c'était terminé. Donc voilà, lui expliquer que voilà, une fois qu'on a les premiers résultats, que c'est quand même utile, et pour lui en premier lieu, pour le pilotage, mais aussi pour lui. Et donc voilà, on a fait comme ça. Et après, bien évidemment, ce qui n'est pas sur Salesforce n'existe pas. Donc c'est quand même l'argument qui met tout le monde d'accord, puisque si vos sales veulent être payés sur leur commission, ben forcément, ça doit être calculé à partir de Salesforce. Et ça marche très bien comme argument. Voilà. Bonjour, Lucas de Sortlist. Moi, je voulais savoir comment vous faisiez humainement et virtuellement la passation, en gros, entre les différentes étapes du sales, donc entre depuis un SDR jusqu'à un account manager, par exemple, et en fonction de cette passation, etc. Aussi, comment vous allez fixer les objectifs en amont de la relation commerciale, donc pour un SDR, en termes de nombre de calls, ou etc. Alors, pour la première partie de la question, donc nous, un SDR, une fois qu'il a identifié une opportunité et donc qualifié l'opportunité, il doit organiser une démo pour un account exécutif. Et donc en fait, il prévient que ça sera un spécialiste de son use case, ou si on utilise la notion de verticale d'industrie, il peut dire que c'est un spécialiste de la verticale qui va qui va intervenir dans cette démo. Et donc à partir de ce moment-là, c'est l'account exécutif qui va reprendre le contact. Et pour la partie donc account exécutif à account manager, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le kick-off call. C'est donc en fait au moment de la signature du client, au moment d'activer le compte, on organise un call avec la personne, l'account manager, et l'account exécutif fait juste une introduction, et après c'est l'account manager qui reprend les discussions. Et la deuxième partie de la question, donc du coup, c'était sur les incentives. Alors nous, on s'est fixé un nombre donc de démos pour un SDR qui doit ramener par mois. Pour la partie kick-off, il y a un kick-off par signature de client. Au début, on faisait ces kick-offs que sur les gros clients. Et avant, c'était juste des introductions par mail sur des plus petits clients. Petit à petit, on commence à avoir plus de ressources et on essaie de faire ça pour tout le monde. Et ensuite, tu décomposes en fait. Justement, si tu as les bonnes données, tu peux décomposer, te dire pour avoir 10 démos pour un SDR, tu sais qu'il doit travailler en fait en amont tant de comptes. Donc, s'il doit travailler tant de comptes, ça veut dire qu'il a contacté en amont tant d'entreprises, et ensuite
pour passer de tant d'entreprises qu'il a contactées à tant de personnes intéressées, tu sais qu'il doit envoyer à peu près tant d'emails et tant de calls sur un compte, et c'est là où tu as le plus de résultats de transformer. Et donc en fait, tu pars du haut de l'objectif, tu décomposes petit à petit, et ça te permet d'avoir justement ce que je parlais au tout début, ta recette magique qui permet de dire bah, c'est bon, je sais le faire. Ouais, pour les incentives par exemple des SDR, nous on avait commencé sur une cadence d'appel où assez bêtement il y avait un nombre d'appels à faire en une journée avec une durée également. Donc je crois que c'était autour de 80 appels à la journée. Sauf qu'on a été confronté à un problème on était très sur le quanti et à un moment on pense au quali, puisque l'idée c'est que un SDR doit fournir une opportunité viable au CAM. Donc c'est la prochaine étape. Et pour ça, ça passe par bien sûr un sourcing, un bon sourcing, faire un sourcing intelligent. Donc là, toujours pareil, les data, l'historique va nous permettre de savoir quel compte peut être pertinent et quel autre compte l'est moins. Voilà. Et donc le sourcing, la prospection, et donc la prospection, ça va être un mail, un call. Le SDR doit faire ce qu'on appelle chez nous un discovery call pour former un band, définir un budget, une autorité, des besoins et un timing. C'est que lorsque cette fiche band a été remplie sur Salesforce qu'il y a une passation au CAM, puisqu'on comprend à ce moment-là qu'il y a un vrai intérêt d'aller plus loin. Ce que Shalom disait tout à l'heure, on n'a pas intérêt à travailler sur des comptes et à perdre du temps si le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc simplement, voilà, c'est là où on doit être bon dès le début, c'est de comprendre est-ce que c'est un client qui est fait pour nous et est-ce qu'on est fait pour lui également. Donc une fois qu'il y a eu la passation, on passe l'opportunité au CAM qui va mener les négociations. Donc on a déjà défini des besoins de manière un peu large. On va les appliquer à nos solutions et adapter l'offre voilà, jusqu'au closing où là, on fait pareil que chez Aircall. Il y a un kick-off de lancement, découverte plateforme, voilà, tout ce qui est très opérationnel. Moi, je dirais que je rejoins un peu ce que tu as dit, c'est un peu la même chose, c'est les bandes là. Sauf que moi, il y a un des critères qu'on discute de plus en plus, c'est le budget, parce que le budget, déjà, peu de personnes m'ont donné vraiment un budget. S'il y a un projet, oui. Mais après, je pense que si on parle à la bonne personne et qu'on lui explique ce qu'il va retirer de cette solution, si c'est la bonne personne, est capable de trouver un budget même qui n'existait pas. Donc la notion de budget, mais c'est pareil, il y a une scorecard. Et donc nos SDR, elles sont uniquement mesurées sur le nombre d'opportunités qui sont converties. C'est-à-dire qu'en fait, je parlais de stage de 1 à 8. En fait, le SDR, il va avoir la gestion donc de leads entrants. Et ensuite, une fois qu'il va qualifier donc sa scorecard avec certains de ces critères-là, qui pense que c'est assez mature pour le passer à un sales, donc il crée une opportunité de stage 1. Donc stage 1, c'est pas encore dans le pipeline, c'est stage 1. Et à ce compte-là, donc le next step, c'est donc le sales qui va contacter ce prospect et convertir ou non ce stage 1 en une, on va dire, vraie opportunité de pipeline. Donc le passer en stage 2. Et donc nos SDR sont uniquement mesurés sur le nombre de stages 2 qu'ils créent par mois. Par exemple, aujourd'hui, c'est 24. Créer 24 stages 2 pour faire leurs objectifs. Et ensuite, ils ont un objectif commun, qui est un objectif qui repose sur nous, en fait, donc sur le chiffre d'affaires que l'équipe de sales va faire. Donc il est 50% de ce qu'on doit faire doit provenir de leur sourcing. Donc c'est leur target, un petit peu de chiffres. Bon, qui contrôle évidemment peu, mais c'est aussi un de leurs KPI. Et après, au cours de mes différentes expériences, on s'est beaucoup posé la question sur mesurer le temps d'appel, 3 heures par jour, tant de trucs, etc. On s'est vite aperçu que ça ne marchait pas forcément, ça. Hein. Donc, à vous de voir. Après, ça dépend encore une fois, ça dépend le type de business. Hein. Quel type de business que vous faites. Dans la vente complexe, on s'est aperçu que ça ne servait à rien. Il y en avait même qui sont capables d'ensuite appeler des répondeurs téléphoniques, leur grand-mère, n'importe qui, pour avoir des stats. Et en fait, ça ne sert à rien. Donc, nous, c'est beaucoup plus sur la partie coaching. Donc, quand on va voir quelqu'un en difficulté, alors là, oui, on va les creuser. C'est sûr que si la personne elle fait 0 appel, bon, déjà, on va commencer par faire des appels, ça peut aider. Mais après, on va les écouter, on va les coacher, on va regarder est-ce qu'ils utilisent la méthodologie, etc., pour les remettre dans le droit chemin et sur la voie du succès. Voilà.
si je dois ajouter quelque chose, on a fait pareil pour la partie stage 1 à stage 2. Ils sont incentivés sur le stage 2. On a juste mis des noms un peu plus parlants. Ils créent des opportunités qui s'appellent pending qualification. Et la compte exécutive, quand il récupère l'opportunité, il coche juste une petite case qui s'appelle qualifié. Et là, ça passe dans le stage 2 qui est interested chez nous. Merci. Bonjour, Antelme de Foodles. Moi j'ai une question sur le passage que vous avez fait entre la période où vous aviez des sales qui géraient tout et du coup la période où vous avez divisé le cycle de vente. Je voulais un peu savoir quelles étaient déjà les proportions que vous aviez au début, si vous allez viser X SDR pour X account exécutive, et en parallèle de ça aussi, comment vous avez vendu le parcours quand il n'y avait encore rien en interne pour le vendre. Je voulais savoir aussi comment vous aviez vendu le parcours à vos premiers SDR. Comment est-ce que vous aviez réussi à leur promettre ce qui allait arriver par la suite. Oui, parce qu'à partir du moment où on a créé ces 3 métiers autour du cycle de vente, assez naturellement, c'est créé une espèce de hiérarchie et de promotion où je crois que c'était toi, Alexis, qui disait que vous commenciez par SDR et BDR, c'est ça? BDA. Ah, d'accord, voilà. Donc ça a été un peu ça. Après on s'est dit, moi j'ai été recruté à la base directement en tant que CAM puisqu'on faisait tout. Par contre ça fonctionne pas longtemps puisque vous cumulez les comptes, le temps de prospection se raccourcit, vous avez des anciens clients qui vous renvoient des mails, enfin c'est pas viable. Donc voilà, à partir du moment où on a fait ça, on était quoi à l'époque, on n'était pas si nombreux que ça, on était une équipe de 5 sales peut-être. Et donc on a commencé simplement à faire un BDR pour 3 sales. On a commencé comme ça. Aujourd'hui, on est quand même plutôt à 2 BDR par sales. Parce que on a voulu augmenter la cadence. Donc c'est ça aussi, c'est à paramétrer, hein, ça dépend aussi de l'inbound, parce qu'il y a aussi d'autres choses à traiter que les leads qu'on récupère via la chasse, via la outbound. Mais donc voilà, aujourd'hui, ça dépend un peu des pipes de chaque sales, mais 2 BDR, en gros, qui arrivent à prendre 4 à 5 chacun opportunités, donc viables, validées par semaine. Donc voilà, ça fait à peu près 10 comptes à gérer par cam, entre 5 à 10 nouveaux comptes à gérer par semaine par cam. Ça nous semble être un bon rythme, puisque bon, il y a les 10 autres de la semaine d'avant, les 10 autres de la semaine d'avant, donc il y a des cycles de vente qui sont quand même plus ou moins longs. Voilà, le but étant de ne pas se déborder sur ça. Et si réellement on voit qu'on est débordé, bon, on recrutera un cam, c'est plutôt un bon problème du coup. Mais aujourd'hui, voilà, on est plutôt à 2 BDR par cam. Globalement, pareil, on a commencé à mettre en place des SDR en fait au moment où les business développeurs ou sales qui faisaient tout étaient trop débordés, ils ne pouvaient plus continuer à chasser et à closer, etc. Et donc pour te compléter les ratios qu'il a donnés, chez nous, donc j'ai dit on a des inbound SDR et des outbound SDR. Et pour les inbound SDR, c'est un inbound SDR pour 3 accounts exécutifs qui travaillent globalement pour 3 accounts exécutifs, et on est à 1,5 outbound SDR par account exécutif. Nous, c'est à peu près les mêmes ratios qu'on a. Mais après, je pense qu'il y a une autre question. Enfin, moi, je pense que dès le début, il faut séparer les rôles. Enfin, très très tôt, il faut séparer les rôles, parce que payer un sales, ce qu'il est payé pour faire du lead de inbound de quelqu'un qui est un étudiant qui a téléchargé une plaquette sur un site web, c'est vite pas rentable. Donc, il faut voir aussi ça. Et donc, la question à se poser, c'est à partir de quel moment j'internalise ce type de métier. Parce que, par exemple, moi, dans d'autres... Bon, moi, je suis arrivé chez Salesforce, évidemment, et puis ça fait partie du process du plan de carrière. Mais, par exemple, chez Business Objects, très longtemps, on l'a externalisé. Il y a beaucoup de boîtes qui font du lead, qui les vendent en fonction du type de lead, très spécialisé. Donc, une boîte, je me rappelle, lead machine, et il y en a plein. Hein. Donc, de toute façon, il y a une partie traitement de lead à faire, mais dont le coût doit être géré, parce que sinon, encore une fois, si c'est pour que le sales traite ces choses-là, c'est vite pas rentable. Hein. J'ai oublié de répondre à la partie comment tu le vends. C'est effectivement, c'est en fait,
c'est la différence quand tu recrutes au tout début d'une startup et par la suite. Par la suite, c'est très facile, tu as un nom et donc les gars, ils viennent pour le nom. Et ça les dérange pas de commencer en bas, ils voient l'évolution. Mais en fait, ces profils que tu recrutes là, quand tu as un nom, ils sont complètement différents des profils que tu recrutes au tout début. Au tout début, tu recrutes des gars qui ont un profil mini-entrepreneur et en fait, tu leur vends, bah, tu vas nous aider à développer le marché et on va travailler main dans la main. Après, tu vois, c'est pas tu vas travailler pour moi et tu vas me nourrir des opportunités. C'est ensemble, on va aller développer ce marché, développer cette start-up qui va nous permettre d'aller attaquer, de grossir et de créer la prochaine licorne. Oui, effectivement, et ce qui peut sembler être un métier des fois un peu industriel, presque l'usine, on parlait de cadence de call, tout ça, c'est quand même pas facile. On prospecte à froid, on a des gens, on n'est pas toujours bien reçu. L'important, c'est de donner du sens aussi à ce métier-là. Et le travail avec le commercial, le sales qui va récupérer le compte derrière, nous, on a fait des vrais binômes où il y a vraiment un intérêt, où le BDR n'est pas juste là pour décrocher son téléphone et faire des cadences d'appel, mais il doit comprendre son sourcing, comment améliorer son sourcing, comment être meilleur sur son discours. Et en fait, c'est tous ces assets, ces compétences qu'il va engranger, qui va lui permettre d'évoluer après en tant que sales derrière pour tout ce qui est négociation. Mais voilà, on a été confronté à ça. C'est vraiment, au début, il n'y avait pas trop de binômes. Ils étaient un peu isolés. Ils avaient des listes de sourcing à appeler. Il y avait peu de sens. On avait beaucoup de turnover. Non, à un moment, c'est se dire, tu fais partie du cycle de vente, tu fais partie de la team. Tu n'es pas juste une machine à appeler. Et on compte sur ton intelligence pour avoir des bons leads, pour être bien qualifié et pour être plus performant, plus productif. Et à partir du moment, il y a cette espèce de game changer comme ça dans l'esprit de la personne où elle sent qu'elle n'est pas juste là, on ne pourrait pas la remplacer par un mailing automatique. C'est qu'il y a une vraie valeur ajoutée de la personne, de sa personnalité, de comment elle va rédiger ses mails, qu'est-ce qu'elle va y mettre dedans. Est-ce qu'elle va aller voir l'actualité Google de l'entreprise qu'elle va prospecter ou est-ce qu'on va être sur un mailing complètement anonyme. Donc voilà, c'est donner aussi du sens et ça passe par une collaboration et voir un peu la finalité de ce travail également. Hein. Nous, on les amène même, les BDR, des fois en rendez-vous pendant les calls. Voir voilà, ce qui a été fait en amont. Mais grâce à ça, tu vois, aujourd'hui, on sait qu'on parle à la bonne personne. On sait qu'il y a aussi d'autres départements qui peuvent être intéressés par la solution. Tu as fait un travail, tu as fait une power map. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on va pouvoir développer notre partenariat, alors qu'autant on serait passé à côté de beaucoup d'opportunités. Juste pour complémenter ce que tu dis, Quentin, nous aussi, en fait, nos SDR, souvent, ils font partie du premier call parce qu'ils apprennent beaucoup aussi, puisqu'ils savent qu'après, c'est le next step. Ils sont très gourmands et ça sert aussi de coaching de les faire participer à ce premier call. Plus de questions? Il marchait bien, votre micro. Et ben, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de finir le petit déjeuner. Il est bientôt 11h. Et voilà, il reste du café, du jus d'orange, des gâteaux avant le déjeuner.